c'est pour les mesures relatives. Donc, à partir des stations de mesure, on peut faire aussi des mesures relatives et voir qui la variation temporelle du champ. Donc, quand on l'IPGP, vous voyez le cours, ça va? Oui. Très bien. Donc, quand on l'IPGP, عندكم des liens où vous pouvez voir un petit peu comment varie la courbe des champs géomagnétiques n'importe quel observatoire. Donc, les données sont disponibles de par le net, il suffit de cliquer, il suffit d'explorer le site et puis vous allez voir que les mesures relatives aussi vous permettent d'identifier ou d'appréhender un petit peu la variation temporelle du champ géomagnétique. Il y a aussi les mesures spatiales. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des variations temporelles aussi, sont associées généralement à l'activité du Soleil. Donc, quand on trouve par exemple sur le site où les données peuvent une station de mesure, si vous par exemple et tu fais une intensité le champ, c'est dû à un gisement, il y a quelque chose du sous-sol, alors que non, alors que cette anomalie d'intensité magnétique est due à des causes externes, c'est-à-dire à l'activité du Soleil. Donc c'est il faut appréhender toute cette météorologie spatiale qu'on a à la base comme qui mène le pilote, pouvoir faire une prospection géomagnétique. Par exemple, les périodes où il y a des vents solaires, où il y a une activité solaire importante, à la période de Charad, activité solaire importante, donc il vaut mieux ne pas aller sur le terrain et reporter les mesures géomagnétiques lorsque les choses se stabilisent. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir, d'où l'utilité de comprendre ces histoires de champs magnétiques externes. Voilà. Donc on vous dit ici, le champ d'origine purement interne est désigné sous le nom du champ principal. C'est le champ qui nous intéresse, le champ principal. Le champ interne est le champ principal qui nous intéresse. Et le champ externe, on le connaît pour mieux l'éliminer. Pour qu'il n'influe pas les mesures et on n'ait pas de mauvaises surprises après. Donc, qu'est-ce que vous avez aussi? On vous donne aussi la représentation analytique du champ géomagnétique. Je m'interdis tout simplement, puisque le champ géomagnétique il est complexe. Donc, il varie temporellement et en espace. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de représenter ce champ géomagnétique. Et en théorie, qui est d'ailleurs, parce que nous avons une mesure, un laboratoire, une station, on a une mesure de terrain. Parce qu'il faut que vous la référenciez à quelque chose. Il y a pour dire que les choses anormales sont normales ou anormales. Donc, il faut avoir un modèle, ce qu'on appelle des modèles globaux. Donc, et ces modèles globaux, on a vu que, puisque le champ géomagnétique varie temporellement, varie en temps et en espace, donc c'est des modèles compliqués. Gauss a proposé l'idée de représenter le champ analytiquement. Analytiquement, il le décompose. Le champ géomagnétique, il a une source interne et une source externe. Même la source interne peut être décomposée. Il y a une source de noyau, qui est l'air océanique, ou le magma, etc. Donc, il a décomposé chaque terme. Voilà, ce qu'on appelle une représentation analytique. Voilà. Analytique des champs. Et non numérique. Numérique, c'est l'inverse. Numérique, c'est l'intégral. Elle est intégrée avec une représentation sur tout le gueulon. Donc, ça, c'est quasiment impossible, ou c'est très, très compliqué pour le champ géomagnétique, mais la représentation analytique, sous fonction de termes, qui m'a la suite, qui m'a le mutataliyat, un terme, troisième, quatrième, cinquième. Donc, ça, c'est possible. Donc, c'est ce qu'a fait Gauss en 1939. Donc, il a proposé que l'on pouvait faire une analyse globale du champ en termes de fonctions harmoniques sphériques. Donc, il a décomposé le champ géomagnétique en des termes, en des suites, mais des suites un petit peu compliquées, des suites normales, numériques normales. Ce qu'on appelle des harmoniques sphériques. Je mets un harmonique sphérique, déjà, on sait que la surface de la Terre peut être assimilée à une sphère, et le champ magnétique, il est harmonique. Qui va que tu vois là, même il le pic, donc il y a une certaine harmonie là. Je suis donc il y a une certaine harmonie. Donc Gauss a décomposé ce champ géomagnétique en ce qu'on appelle des harmoniques sphériques. S'il vous plaît, si vous n'arrivez pas à entendre des problèmes, donc le champ magnétique va dériver d'un potentiel magnétique qu'on va appeler V, R, θ et phi. Donc ce potentiel est en fonction, donc il varie en fonction de R et de θ et de phi. C'est-à-dire il varie en espace, en quelque sorte.
par rapport au point de mesure. Donc, vous avez une composante interne et une composante externe. Donc, comme je viens de le dire, on va s'intéresser au cours de ce chapitre, au cours du chapitre de géomagnétisme. Et en général, les géophysiciens, les géologues s'intéressent surtout aux champs d'origine interne. Les champs d'origine externe, généralement, c'est les astronautes, les astrophysiciens qui le font. Donc, à chaque fois qu'on complique le champ, qu'on complique les calculs, donc, le 1 va avoir plusieurs valeurs aussi. 2, 3, 4, 5, deuxièmement, troisième, quatrième, etc. Et vous avez A qui désigne le rayon terrestre moyen. Donc, c'est le rayon de la Terre moyen. Le moyen, généralement, c'est 6371 km. Le rayon de la Terre, à peu près, il est égal à cette valeur. Et vous avez, ça c'est important aussi, les polynômes associés. Donc, vous avez le polynôme de Legendre, voilà. Ces polynômes sont connus. Donc, c'est des données qu'on connaît. C'est des développements polynomiaux théoriques qu'on connaît. Et vous avez aussi, c'est très important, les coefficients de Gauss. Donc, avec les coefficients de Gauss, on a en quelque sorte, vous voyez, les coefficients de Gauss, on a noté cela. Donc, ils ont la dimension d'un champ. C'est-à-dire, c'est des variations, c'est les valeurs de champ magnétique calculées par station, à un instant T. Voilà. Et ces coefficients, le problème, c'est que puisque le champ varie temporellement, donc les coefficients adultes varient aussi temporellement. Donc, à chaque fois, il faut changer les coefficients de Gauss. Donc, on a associé à une même formule la variation temporelle qui est définie par les coefficients de Gauss et la variation spatiale du champ qui est définie par le point de mesure R, θ et phi. Donc là, cette formule vous donne une idée, donc elle peut ça simplifier un petit peu ou englobe toutes les histoires de variation temporelle et spatiale du. Donc vous avez le coefficient de Gauss, on a noté ça. Donc شوفوا معاه le hôte, puisque le hôte il va enregistrer. Donc il va enregistrer, donc il n'y a pas de souci. Et on va refaire de même les marines ou géotech, donc il n'y a pas de souci. Donc vous aurez les deux versions de. C'est vrai que un potentiel qui dit potentiel dit champ, puisque le champ dérive d'un potentiel. Donc ce potentiel magnétique représentera la variation temporelle, voilà, avec les coefficients représentés par les coefficients de Gauss, et la variation spatiale du champ géomagnétique représentée par les polynômes de Legendre et les variables R, θ et phi. C'est-à-dire les coordonnées géocentriques du point. Donc voilà. Donc il va compter comme le champ, pour restituer le champ, donc ça, le champ dérive d'un potentiel, donc c'est le moins gradient de V. Où je m'attends dérive, maintenant une dérivée. Tout simplement, moins gradient, c'est la dérivée. C'est une dérivée par rapport, puisqu'on a R, θ et phi, donc on va dériver le potentiel par rapport à R, puisqu'il varie par rapport à R et θ et phi, donc on le dérive par rapport à R, on le dérive par rapport à θ, et on va le dériver par rapport à phi. Voilà. R, θ et phi. Donc la dérivée par rapport à R, par rapport au rayon, va vous donner la composante verticale du champ. Alors le champ est le noyau, diminue la surface noyau, donc la dérivée par rapport à R, par rapport au rayon, est la composante verticale, et la dérivée des coefficients de Gauss. Et ces coefficients de Gauss, on vous dit ici, ils sont calculés par inversion des données acquises dans les observatoires et par satellite. C'est-à-dire que quand les données, les observations, les données satellitaires thermiques, les données satellitaires thermiques, on les utilise pour calculer les coefficients de Gauss. C'est vrai qu'on a fait l'observatoire, on a fini les résultats par des données satellitaires et par exemple la NASA ou l'ESA, c'est l'European Space Agency ou l'agence spatiale russe ou la chinoise, etc. Donc, vous donne un tableau de coefficients de Gauss. Donc, chaque 5 années, on met de l'eau. Chaque 5 années, il faut changer les coefficients. Les bavettes, donc ils se trouvent à un temps donné, mais au bout de 5 années, les observatoires changent de coefficients, donc vous devriez absolument les changer dans vos calculs. Donc les coefficients de Gauss varient temporellement toutes les 5 années. Donc on allège toutes les 5 années parce qu'on donne des valeurs approximatives. وعلاش 5 années تاني ماشي une année, tout simplement parce que les variations de champ géomagnétique temporellement peuvent varier de l'heure jusqu'à l'année. Donc vraiment, il faut vraiment des calculs énormes qu'on fait on prend tous les observatoires, tous les satellites pour arriver déjà à avoir des valeurs cohérentes les 5 années. 5 années, c'est des valeurs moyennes. On a des valeurs, c'est des valeurs moyennes.
Et ces valeurs, les coefficients de Gauss, voilà, sont associés au degré aussi au degré de complication de le changement géométrique. Donc, vous pouvez avoir le premier ordre, voilà, le coefficient, par exemple, il a حبيت برك le changement géométrique noyau, c'est هذا الكوفيشن. Ça, il a حبيت compliquer le modèle, تروح تشوف واش كاين في الدومين تاع la couche terrestre. Donc là, si tu veux compliquer, donc voilà, l'ordre de grandeur et chaque ordre de grandeur, les GH associés à lui. Là, c'est les nanotesla GH. Là, c'est le taux de le coefficient. C'est les nanotesla par année. Donc, chaque année, on a à peu près 11,4 années. Donc, c'est 11,4 années qui dit devant. C'est très de la valeur. Donc, ça, c'est des taux. Mais le GH, c'est ça. C'est les nanotesla, c'est les coefficients qui nous intéressent le plus. C'est les valeurs moyennes pour les 5 années. Mais là, on vous donne, en nanotesla par année, là, le taux de coefficient de Gauss vous donne l'amplitude ou la magnitude du coefficient chaque année. Donc, c'est des variations dans le Tesla par année. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On vous dit que ce champ modèle de référence est adopté tous les 5 années, qui est parce que le champ géomagnétique varie temporellement. Donc, c'est pour ça qu'il faut les changer chaque 5 ans. Et ce modèle est appelé l'IGRF, c'est-à-dire l'International Géomagnétique et Référence. Donc, c'est des modèles géomagnétiques de référence internationale. Parce qu'on utilise tous les observatoires, toutes les données satellites, donc c'est des modèles globaux. Voilà, vous pouvez les voir en détail. Donc, chaque 5 années. Chaque 5 années, on change de tableau et on change de coefficient. C'est-à-dire que, par exemple, des mesures finales. Dans la même station, on a la HSN, il faut choisir les coefficients GRF adoptés les années, les 10 ans à venir, etc. Les données anciennes, vous restituer les champs géomagnétiques anciens, la même chose aussi. Donc, il faut, par exemple, les champs de 1960 et 1970, donc il faut chercher les coefficients de Gauss associés à ces années. Mais si la main comme des formats de ces gauches, il faut les déduire par rapport à ça, par des coefficients de Gauss GH. Voilà, donc à partir de ces modèles globaux, on peut faire ce qu'on appelle des cartes globales, des cartes de champ magnétique global. Donc, imaginez, puisque le champ géomagnétique il varie spatialement et temporellement, donc il peut être décomposé en plusieurs composants. On peut voir ou on peut appréhender une carte d'intensité géomagnétique. Là, c'est main field d'inclinaison, c'est la carte d'inclinaison du champ. Inclinaison, bah, la deuxième carte, c'est la carte du déclinaison globale, tous les globes terrestres, c'est ce qu'on va vu. On a vu en tous les cas ce genre de choses, mais c'est bien de les rappeler. Et on peut aussi calculer le champ magnétique, l'intensité totale du champ magnétique. Donc ici, l'une des plus grosses remarques qu'on peut voir ici, c'est vraiment très très remarquable, c'est que vous voyez que le champ en arrière, il est symétrique. Voilà. La valeur d'inclinaison, on peut l'avoir, surtout maintenant avec les données satellitaires, donc on peut faire vraiment des cartes très très robustes avec des incertitudes vraiment très très très, très basses, hein, avec une précision assez élevée. Donc là, on voit que le champ de l'intensité ou de l'inclinaison du champ géomagnétique est symétrique, parfaitement symétrique, du nord vers le sud. Donc, entre les valeurs positives du fond, les valeurs négatives ou inversement. Donc, en quelque sorte, ce schéma nous aide à comprendre aussi comment se fait la magnétisation de la Terre, du globe terrestre. La même chose, mais d'une façon un petit peu moindre, pour la déclinaison, pour le vecteur de déclinaison D. Donc là aussi, on a une certaine symétrie, mais elle n'est pas nord-sud, mais est-ouest. Tu vois d'ailleurs qu'il y a une symétrie là, il y a une symétrie anatanique, etc. Voilà. Et vous avez la carte du champ magnétique total. Donc à partir de là, surtout à partir des valeurs de l'inclinaison du champ géomagnétique, allez l'inclinaison, parce que l'inclinaison est associée à l'effet dynamo, à l'effet du noyau. C'est l'inclinaison du champ, donc c'est associé au noyau. Donc c'est les valeurs qui partent de la surface jusqu'au noyau. Donc à partir de là, on a pu reconstituer un modèle qui simplifie ou qui démontre ou qui représente cette carte. Voilà. Donc cette carte peut être associée à un modèle simpliste de champ de cette manière. Donc on peut assimiler en quelque sorte. Donc si je veux être en termes plus simples, on peut assimiler le champ géomagnétique à un aimant, tout simplement. Un aimant avec deux pôles, dipolaire. Dipolaire, c'est-à-dire avec deux pôles, voilà. Et des pôles symétriques, voilà.
on peut avoir une inclinaison qui part d'une valeur positive vers des valeurs négatives. Des valeurs positives vers des valeurs négatives. Donc, cette représentation illustre parfaitement les observations les données d'observation. C'est-à-dire que le modèle théorique adopte, il peut répondre aux questions de symétrie qu'on observe dans le domaine des mesures de champ géométrique, soit spatiales, soit à partir des stations de mesure. Donc, ce modèle interprète les données géomagnétiques globaux, ou les données globaux du champ géomagnétique. Donc maintenant, les géophysiciens ou les gens qui s'intéressent au champ géomagnétique ont su qu'en fait, la Terre, en quelque sorte, la Terre se comportait comme un aimant. L'organe sur lequel tu baies, comme un aimant, voilà, avec deux pôles, c'est-à-dire dipôles, comme un dipôle. Voilà. Donc un modèle très simplifié, donc à partir de ces mesures spatiales, on a déduit un modèle simplifié, ce qu'on appelle le dipôle axial centré. Axial, un axe radique, il est centré, le noyau, voilà, c'est le noyau. Par exemple, le noyau de la Terre, l'effet du noyau de la Terre se comporte comme un dipôle qui génère un champ magnétique énorme et qui se répand bien sûr sur toute la surface de la Terre, qui est nul, qui a une inclinaison nulle à l'équateur et une inclinaison maximale égale à 90 degrés au pôle. Le pôle nord et sud. Donc 90 moins 90. Donc vous voyez que le champ géomagnétique varie spatialement et aussi varie temporellement. C'est-à-dire que la carte elle est vous aurez la même symétrie mais avec des valeurs d'intensité différentes. Donc ici on vous dit que tout se passe donc comme si un aimant se situait au centre de la Terre. Voilà. Donc le modèle le plus simple à envisager de prime d'abord est celui d'un barreau aimanté aligné suivant l'axe de rotation. C'est le modèle le plus simple de la Terre, voilà, c'est le modèle axial centré. Donc ce modèle, c'est un modèle simple, donc il est la décomposition le potentiel d'un donc ce modèle correspond à un développement de potentiel, développement tel que décrit par Gauss, tel que décrit par les fonctions analytiques, de degré 1 égale à 1, tout simplement, et de 1 égale 0. Donc c'est le modèle le plus simple. Donc c'est le modèle issu du noyau. Le modèle issu du noyau, donc si on suppose que le noyau se compare comme un aimant simple avec deux pôles, donc le modèle géomagnétique qui est associé à ce noyau est un modèle, est un développement de degré égal à 1 et 1 égale à 0, voilà, dans l'expression du potentiel. Le potentiel quand on a 1 par 1 et 1 par 0, vous aurez ça. Vous aurez ça. VR t par phi est égal à A3 sur R carré G1,0, donc cosinus θ. Donc vous aurez qu'à appréhender un seul coefficient. Donc c'est un modèle à un seul coefficient de Gauss. Voilà, c'est le modèle plus simple. Et comme V